entre le retour aux sources et la définition du sens, méthode de traduction. Oui, alors une des grandes originalités de l'intervention de Madame Abou-Seini, c'est qu'elle va nous parler d'un auteur qui est venu aujourd'hui et qui est présent parmi nous, c'est Madame Faiza Hassan. Donc c'est quand même très rare qu'un auteur ait la gentillesse de se déplacer, et elle nous fait un grand honneur et je la remercie. Je vous remercie, M. Israël, pour Je remercie l'auteur Fawzia Assad d'être parmi nous. Elle s'est déplacée exprès pour assister à cette conférence qui m'intéresse beaucoup. L'auteur et le lecteur appartiennent à la même sphère culturelle. Le roman de Fawzia Assad, intitulé Ahlam et les éboueurs du Caire, tente de sensibiliser le peuple égyptien et bien sûr le peuple occidental aussi. Je vais donner juste un aperçu sur l'auteur. Surtout, je vais citer les romans qui ont été traduits en arabe, l'Égyptienne et aussi La Grande Maison de Luxor, Hatshepsut Pharaon et la dernièrement le roman Ahlam et les éboueurs du Caire. La traduction arabe va bientôt apparaître dans 2 mois. C'est vous qui avez fait toutes les traductions? Oui, j'ai fait la traduction de ce roman, mais pas les autres. En fait, j'aimerais dire que la traduction de ce roman aurait une importance particulière. Surtout que l'auteur s'adresse à un double destinataire occidental et un destinataire oriental, et en particulier égyptien. Fawzia Assad et moi-même, on s'attend à des réactions et on est sûr que quelques éléments traités dans le cadre des thèmes du roman vont causer une polémique en Égypte. Les thèmes qu'elle traite sont des thèmes d'actualité qui, intéressant les esprits des lecteurs occidentaux que les lecteurs orientaux. Je cite entre autres l'excision des filles. Dernièrement, vous avez publié dans les journaux et suivi de près cet événement, cette polémique qui est toujours en Égypte. Elle traite aussi de l'exode rural, du terrorisme, de la liberté, etc. Alors, pour le modèle interprétatif et le fait de l'appliquer à la traduction de ce roman, je vais signaler au début qu'il y a eu, je me suis trouvée devant une difficulté, c'est le fait de situer le roman, de le classifier, de la nature de cet objet littéraire, que j'appelle roman. Mais Fawzia Assad aimerait que l'on accepte son objet littéraire, ce roman, dans le cadre multidisciplinaire. En fin de compte, pour démarrer la traduction, donc j'ai dû me plier à la classification et l'identification de la maison d'édition de l'Ève, qui a trouvé que c'était un objet littéraire, donc c'est un roman, donc voilà, je démarre la traduction d'un roman. Le modèle interprétatif commence par l'appréhension du sens. Donc, vous savez, je ne vais pas répéter, c'est ici que j'ai appris la type et que j'ai bien essayé d'appliquer à la traduction de ce roman. La déverbalisation, la deuxième étape, a constitué quand même, a été quand même un peu difficile dans certaines situations, dans certains extraits et paragraphes, vu l'imbrication de la forme et du sens. La récréation a été la dernière étape et c'est mon objet aujourd'hui. La récréation, surtout de l'effet que l'auteur veut produire et veut exercer sur l'auteur occidental et oriental en même temps. D'abord, la récréation de l'effet commence par la définition du destinataire. Le destinataire, Fawzia Assad, la question qui se pose, Fawzia Assad vise quel lecteur? Est-ce le lecteur occidental
le lecteur oriental. Deuxièmement, le vouloir. Troisièmement, le vouloir émouvoir. Donc, je vais traiter, d'après les exemples que je vais avancer, de cette implication de sens forme et de l'effet produit sur le lecteur, exercé sur le lecteur occidental et le fait de le transmettre au lecteur oriental. Il est à noter ici qu'on trouve plusieurs éléments exotiques. Ce sont des éléments d'un ailleurs qui attirent beaucoup le lecteur occidental. Et ces éléments, lorsque, une fois traduits vers l'arabe, perdent leur étrangeté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils perdent leur étrangeté? Je ne suis pas sûre. Je vais argumenter, je vais voir avec vous comment certains éléments peuvent garder toujours leur effet d'étrangeté. C'est un cas, il faut le dire, particulier dans ce roman. Je commence par la définition du destinataire. Le double destinataire visé par Fawzi Assad et le lecteur premier francophone, puisque, bien sûr, le roman allait apparaître en Suisse, chez un éditeur suisse, Édition de l'Air. Le lecteur second est le lecteur arabe et en particulier égyptien. Et ceci a été très important de définir le lecteur second, qui était en particulier égyptien, pour pouvoir adapter le style à l'auteur. On retrouve des sources culturelles communes entre les deux lecteurs. Bien sûr, les sources culturelles sont différentes, mais dans ce roman, on trouve que l'auteur, en tant que bilingue, a donc choisi deux sources qui parlent aux deux lecteurs, la Bible et la civilisation pharaonique. Étant donné que le lecteur francophone a été toujours passionné par l'histoire des pharaons, donc là je peux considérer que ce soit une source qui partage avec le lecteur oriental et dirais-je même plus. Étant donné que le retour aux sources, c'est-à-dire la traduction de ce roman qui revient en arabe et qui s'adresse en second lieu à un lecteur arabe, perd quelque chose. Je ne sais pas si on peut dire perdre quelque chose, là nous allons voir, on a encore 15 minutes, mais il n'est pas de doute qu'elle a bien sûr été sujette à plusieurs omissions et à plusieurs aménagements. La première omission, c'est l'omission qui relève d'une autocensure. Je lis le paragraphe d'abord. J'ai atteint, on me dit aussi à voix basse, ces choses-là ne se disent qu'à voix basse, est indicateur de police. Il connaît les secrets des maisons, sait où se cachent les terroristes. On ne se méfiera jamais à cette porte de cuisine des escaliers de service. Tout ce paragraphe a été omis dans la traduction arabe. Pourquoi? La question ici se pose. Bien sûr, les personnages du roman sont des personnages réels. Ils sont toujours vivants. Et une information pareille risque de nuire au personnage. Surtout que le lecteur égyptien, visé en second lieu, peut bien sûr le localiser. Il y a eu un autre paragraphe où il y a aussi donc une omission, par respect de secrets familiaux. On vit dans une société, bien sûr, orientale, où le dit et le n'est pas dit est calculé. Tout n'est pas dit et tout n'est pas à dire. Donc là, on a eu deux paragraphes qui ont été omis et ce n'est que de l'autocensure pour protéger ces personnages. La deuxième omission concerne plusieurs éléments qui sont des éléments exotiques, donc dirais-je pour le lecteur occidental, des explications qui concernent les noms propres et les noms des lieux, bien sûr. Comment
ahlam que ahlam signifie rêve. Vous savez bien qu'en arabe, les noms ont toujours un sens. Donc là, comment traduire et garder quand même un effet sur le lecteur? Après cette phrase, il y a tout un paragraphe qui parle de ahlam, qui fait le lien entre ce prénom et la connotation de son nom propre. Elle continue en disant ahlam incarne les rêves de toute une génération de filles de porcher. Elle rêve d'éducation, elle rêve de vie, elle rêve d'apprendre à lire, à écrire, elle rêve de l'amour, etc. Donc, la traduction arabe proposée, c'est ahlam ism ala musamma. C'est-à-dire, ahlam incarne son nom. Elle incarne les rêves. Il y a eu d'autres aménagements aussi dans le roman. Le premier exemple, elle donne la parole à Isis. Isis, l'ancêtre de Marie, elle aussi mère de Dieu. Alors, j'ai souligné mère de Dieu pour attirer votre attention surtout. Là, je vais dire quelque chose de très intéressant. Que cet aménagement, et peut-être que là, ma collègue, la Miss Azad, qui vient de parler des normes qui régissent la traduction, et quelles sont les contraintes ici. Ici, en fait, il y a eu, peut-être dirais-je, une négociation, qu'on vient de me dire aussi ma collègue, avec l'auteur. Moi, au début, je n'ai pas voulu du tout intervenir pour ne pas torturer le texte. Or, j'ai eu un moment de réflexion. Mère de Dieu, ici, risque de causer une polémique en Égypte, pour le lecteur arabe, aussi en général. Donc, Mère de Dieu a été traduite dans le sens de Mère de Jésus, tout simplement. Pour éviter la réaction du lecteur égyptien à laquelle on s'attend toujours quand il y a une polémique à l'apparition de ce roman. Alors, Mère de Jésus, ici, Mère de Jésus, je trouve que c'est un compromis, et comme M. Israël l'avait déjà dit, la traduction est aussi un compromis. Le compromis ici, c'est de dire Mère de Jésus, parce que Jésus est à la fois, pour les coptes chrétiens, Mère de Dieu et Mère de Jésus, mais pour les coptes musulmans, c'est Mère de Jésus et qui n'est pas Mère de Dieu. J'ajoute une parenthèse, si je dis copte chrétien et copte musulman, c'est que le mot copte, en fait, signifie égyptien dans l'ancien hiéroglyphe, dans la langue pharaonique. Mais ce n'est pas usuel. Et là, comme l'auteur aimerait que devienne usuelle cette expression, donc je commence ici, dans le cadre de cette conférence, de ce colloque international, donc d'utiliser cette expression, copte chrétien et copte musulman. Le deuxième aménagement était celui de l'éponyme Siro. Siro a été cité dans un contexte précis qui est surtout lié à la société égyptienne et non arabe. Pourquoi? Le Siro ici a été distribué lors de la célébration de la cérémonie du 7e anniversaire du nouveau-né. C'est une tradition en Égypte. Et ce jour-là, on offre non du sirop, mais c'est une particularité régionale qu'on appelle morette. Morette, c'est du fenugrec pilé, on ajoute du miel, on ajoute des noisettes, des noix, etc. Et c'est une boisson chaude. Donc, sirop, qui est une boisson froide, a été transposé par morat, qui est une boisson chaude, un autre éponyme. Là, j'ouvre une parenthèse, pourquoi définir le lecteur second en premier lieu était très important. La cérémonie et cette fête n'existent pas dans tous les pays arabes. En Syrie, par exemple, on ne fête pas le 7e jour de l'anniversaire du nouveau-né. Mais si on veut offrir, par exemple, une boisson en Syrie, à l'occasion de la naissance du nouveau-né, on n'offrirait pas un morad, comme en Égypte, on offrirait du karaoui. Donc, c'est différent. C'est pourquoi le lecteur second pris en compte, qui est en particulier le lecteur égyptien, morad
des abalim. C'est-à-dire, je peux jouer sur le mot. Ahlam, c'est le prénom d'une jeune fille qui représente, qui incarne les rêves de la génération des filles porchées. Et en même temps, c'est le prénom d'une fille, et en même temps, ce sont les rêves de toute cette génération-là. Donc je peux utiliser ici Ahlam avec sa portée symbolique. Il y a une autre proposition, Ahlam wa les abalim. Donc là, on distingue deux choses, Ahlam, le prénom de la fille, et les abalim. Bon, on va voir, je vais toujours discuter avec l'auteur pour qu'on arrive à... Le deuxième point, le vouloir dire. Le vouloir dire, bien sûr, est indissocié, il a une implication entre le sens et la forme. Et la première difficulté, c'est d'avoir accès au sens. Si ce sens est particulier, surtout si la langue de l'écrivain et son écriture est individualisée. S'il utilise un langage qui est propre à lui, il faut bien sûr le repérer. L'accès au sens, ici, je le représente par un exemple du symbolique du bulbe dominant. Le bulbe dominant revient comme un leitmotiv dans le roman. Au début, bulbe dominant, à la lecture d'un bulbe dominant, le lecteur occidental, aussi bien que le lecteur oriental, vont s'arrêter et vont se demander pourquoi ce bulbe dominant revient toujours. Pourquoi c'est toujours lié au personnage qui veut surgir de la mort et renaître? Pourquoi c'est lié au minaret des mosquées du Caire et des églises? Pourquoi c'est lié à la description du Caire, de la ville du Caire, qui gonfle comme un bulbe d'oignon et qui continue à grandir? Alors, en effet, la symbolique du bulbe d'oignon, qui est le sens ponctuel, ne peut être compris que dans le sens global du roman. C'est-à-dire, l'auteur, comme elle vise donc sensibiliser le lecteur égyptien, elle retourne aux sources. Elle retourne à la civilisation pharaonique. Elle retourne à la symbolique de l'oignon dans l'histoire des pharaons. L'oignon symbolise la vie qui surgit de la mort. Et donc, ce sens ponctuel, qui est récurrent, n'est compris que dans le sens global du texte. Donc, ici, l'image, la métaphore a été transposée telle qu'elle, en respectant la spécificité de l'écriture de l'écrivain. Le vouloir émouvoir, dans le vouloir émouvoir, il y a bien sûr beaucoup plus d'exemples que je représente ici, mais j'ai choisi cet exemple-là qui est plus parlant peut-être pour nous orientaux et vous occidentaux, enfin pour nous qui sommes dans la salle. Ezat, qui portait une tête de Bouddha heureux. Ezat, c'est le prénom d'un jeune garçon. J'ai fait exprès de mettre une image de Bouddha pour visualiser. Alors, peut-être que les arabophones qui sont ici peuvent ressentir vraiment l'effet de l'image avec l'aménagement qui a été fait, ou bien le fait de transposer les phénomènes. Si Bouddha représente pour le monde occidental la sérénité et la sagesse, ce n'est pas le cas pour le monde oriental, qui pour lui, Bouddha représente le monde païen. Donc dire à un lecteur arabe, il avait le visage d'un Bouddha heureux, ici, ceci risque d'altérer la compréhension du lecteur. Et cela ne va pas du tout avec l'effet que l'auteur veut donner. Elle veut montrer qu'il est heureux, qu'il est soulagé. Bon. Nous avons trouvé qu'en arabe, un vocable al-nashwa, le vocable al-nashwa, est proche un peu du nirvana. C'est-à-dire là, quand on a le bouddhisme, Bouddha heureux, bouddhisme, donc on a le nirvana. Le nirvana qui est défini dans le Petit Robert, donc l'état suprême de sérénité. Un de ses sens, il y a trois. Et en arabe, le vocable al-nashwa, il y a deux sens aussi, mais qui signifie dans ce contexte-là al-raha, le soulagement.
نشوى en arabe. عزت الذي بدا منتشنا. Donc ici, l'effet a été rendu pour le lecteur égyptien. Il y a eu une autre proposition, عزت الذي تطلع عليه أمر السعادة, qui n'est pas aussi fort comme le vocable nashwa utilisé ici, qu'on peut rapprocher de l'état de nirvana. Dans le vouloir et le voir aussi, nous avons repéré quelques connotations. Il y en a plusieurs. Ici, j'en cite uniquement deux. Les boueurs peut être traduit soit zabal, soit jamais al-kumana. Mais zabal a vraiment une connotation, une charge émotive, affective qui peut rendre vraiment cet effet, ce sentiment de mépris, de dégoût de cette profession, de ce métier de zabal. La deuxième connotation concerne le porc. Le mot porc. Porc, cet animal qui est décrit dans le roman en essayant d'attendrir le lecteur. Et alors là, il y a un problème d'ordre culturel aussi. Porc ne renvoie pas à la même réalité que l'auteur veut véhiculer. Le porc en Orient est surtout lié au mépris, à la saleté et à l'interdit, surtout à l'interdit. Donc, le porc, ici, l'effet que l'auteur veut transmettre au lecteur, est-ce qu'on est sûr d'avoir cet effet sur le plan esthétique ou bien sur le plan forme et style? Ça, on n'a pas rencontré vraiment de problème. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est au-delà. Est-ce que cet effet recherché, ce style, exercera ce même effet sur le lecteur égyptien? Donc, il faut s'attendre à sa réaction, il faut y prêter oreille, parce que porc a été toujours lié à cet interdit, à cette saleté, à ce mépris qui va de pair avec zabal aussi. Pour conclure, c'est la bonne conclusion. Je dis que la recréation de l'effet est liée à l'exotisme du retour aux sources. Peut-être que ça peut paraître un peu contradictoire, comment l'exotisme du retour aux sources. Je dirais que c'est un peu particulier aussi dans ce roman. C'est-à-dire que l'auteur égyptien ressent deux effets à la lecture de ce roman. L'effet de distance et de proximité. Si on dit par exemple le thème même du roman, les éboueurs du Caire, le thème même, a priori, exerce un effet de proximité. Mais en réalité, il exerce un effet de distance. Pourquoi? Parce que c'est le premier roman qui traite de la vie des éboueurs au Caire avec des détails et des subtilités que le lecteur égyptien ressentit. Donc, a priori, l'effet de proximité devient un effet, mais il est en effet un effet de distance. L'image métaphorique du bulbe d'oignon, ce retour aux sources, ce retour à la civilisation pharaonique, ça aussi exerce sur lui un effet de distance. Comment ce retour aux sources transmet une étrangeté à un lecteur qui appartient au même univers culturel de l'auteur? Ça, c'est vraiment étrange. On dirait que le lecteur égyptien, il se découvre lui-même, il découvre son histoire, il revient à ses sources avec la lecture de ce roman. Les éléments historiques cités, par exemple, les civilisations d'Al-Badali et d'Al-Qassam, ce sont deux civilisations, les égyptologues connaissent très bien ces deux civilisations, mais ce n'est pas le cas de Martel. Un Égyptien qui lirait Al-Qassam et Al-Badali sentira a priori un effet de proximité. Mais en réalité, ce n'est qu'un effet de distance, parce qu'il ignore ces deux civilisations, tassiennes et badariennes. La danse du bâton. La danse du bâton, tout le monde connaît la danse du bâton, et les Égyptiens les appellent un tahtil, mais ils ignorent les sources de cette danse. Lorsqu'ils lisent la danse du bâton en arabe, cette partie, il y a ici un effet de proximité. A priori, un effet de proximité.
danse, parce qu'ils ignorent ces autres. Ils ignorent qu'on appelle cette danse la danse des frères ennemis, et que du temps des pharaons, c'est la guerre entre Horus, qui portait une tête de faucon, et entre Seth, qui portait une tête de porc. Alors, c'est pourquoi là, je fais le lien. Horus, Seth, qui portait un tête de porc, qui symbolisait le mal qui s'est dans le monde, et la danse du bâton, et le porc qui est cité pour attendrir le lecteur, et le zabal, les éboueurs du Caire, tout ce on n'est pas sûr de la réaction du lecteur égyptien. Chanouane, c'est une ville, mais aucun Égyptien ne sait où se trouve ce village. C'est un village. Où se trouve ce village? Même l'auteur le dit dans le roman, village perdu sur la carte de l'Égypte. Le miracle du Mokattam, là on vient à un élément très important. Le miracle du Mokattam. Le Mokattam, c'est une montagne. Une montagne où vivent les éboueurs. Mais si jamais vous allez en Égypte et que dans la rue, vous posez la question à un passant, racontez-moi l'histoire du Mokattam, il ne saura pas. Sauf les Coptes chrétiens. La majorité des Coptes musulmans, et même les chrétiens qui ne sont pas des Coptes égyptiens, je veux dire, ils ne le savent pas. Là, Mokattam, c'est la montagne, exerce un effet de proximité à la lecture du Mokattam. Oui, Mokattam, oui, c'est très. Mais non, en réalité, il y a un effet de distance. Il découvre ce miracle. Et là, j'ai dû avoir recours à la note du traducteur pour citer les références si jamais le lecteur égyptien et arabe en général veut donc lire à propos de ce miracle, veut avoir beaucoup plus d'informations, et là il va découvrir qu'il ignore ce miracle-là. Comme déjà moi-même je l'ignorais, et je l'ai découvert à la lecture de ce roman. Et j'étais moi-même donc très enthousiaste de chercher les références pour dire voilà, ce n'est pas un miracle qui est raconté comme ça de bouche à oreille, non, il y a des références et des noms qui prouvent cela. Le nombre de lieux et de personnes étrangers exerce bien sûr un effet de distance et d'étrangeté. Sur Emmanuel, Alain Terrier, Cuvée Grand Siècle, Château du Louvois, etc. On a donc ces noms de lieux et de personnes. Pour terminer, je peux dire que l'effet qui a été l'objet de notre étude, au niveau de l'esthétique, de l'émotivité et de l'étrangeté, a été partagé par les deux destinataires. Et le deuxième destinataire, je mets deux branches, destinataire lecteur arabe en général et lecteur égyptien en particulier. Ils ont tous partagé ces trois éléments. Et pour terminer, là, je vais visualiser, donc c'est une photo, c'est pas une vidéo, mais bon, pour montrer comment, en ce moment, il y a une coïncidence. Il y a l'auteur qui veut sensibiliser le public égyptien vis-à-vis de la situation, des conditions déplorables des éboueurs du Caire, et en même temps, il y a les étudiants de l'Université française d'Égypte, et à ma surprise, qui viennent nous demander d'assister à une séance où ils vont visualiser une vidéo qu'ils ont prise dans le quartier des éboueurs, et que c'était interdit. Et là, elles ont pris une photo d'une fille, petite fille, que j'ai trouvée, c'est une fille qui peut être comme le personnage type de Ahlam, les Ahlam des éboueurs, donc c'est une photo type, pour dire que peut-être l'apparition de cette traduction, avec le mouvement de sensibilisation qui vient de la part des étudiants, peut faire quelque chose dans la société égyptienne, peut changer quelque chose et changer l'état déplorable de cette catégorie méconnue. Je vous montre donc Ahlam, voilà, et je mets 3 points de suspension parce qu'on aimerait bien réaliser ses rêves, ses Ahlam, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
There was one thing which I could not, however, agree with. When you said that there were certain things which, in the translation into Arabic, would be necessary in order to hide the identity of whoever it was. I mean, these days, you would expect the state to have informers to get the real identity of whoever is behind certain characters, and if they are a danger to the state, whichever that is, they could pursue them anyway. I mean, could you say really that that is a valid reason why you would change certain characteristics when you translate them to Arabic? I would like just to specify that the omission here was because that of the person, Shahada, is still alive and it's not dangerous for the state. No, he's cooperating with the government. So why it would be very dangerous for him if the terrorists, if they are around him, around the mountain of Muqattam, they can find him and they can kill him. Do you think that having left out certain details, that would somehow or rather protect him? Leave these details will protect him? Will protect this particular person? I don't think so, but maybe the author can reply because she met them. She met the person. Oui, je voudrais d'abord en tout premier remercier Gina d'avoir fait ce travail extraordinaire. Elle a fait de moi auteur le troisième destinataire. Écoutez, tout est très sensible dans ce roman parce qu'il est pris sur le vif et tous ces personnages sont réels. C'est vrai, il y a Ahlam qui est le personnage du roman et puis il y a les Edward Kerr qui sont en développement parce qu'il y a tout un effort de développement écologique à partir des Edward Kerr. Mais pour les questions personnelles, c'est très sensible. On est très sensible au sujet de l'indécision, on est très sensible au sujet de ce Shahada qui serait un indicateur de police. S'il est indicateur de police, il doit le faire en cachette. On n'a pas besoin de le révéler, parce qu'alors son travail par rapport aux terroristes serait complètement empêché. Et ce sont des choses qu'il a fallu. Il y a encore un autre élément que j'ai demandé à Gina de m'enlever, c'est le fait de la fille Ahlam qui se défend contre les tentatives du beau-père, du beau-frère. Alors là aussi, c'est une question de pudeur. Le livre apparaît dans 2 mois. À ce moment-là, l'empereur est nu. Je vais être face à tous ces personnages qui vont me dire, qui vont m'accuser d'avoir porté atteinte à leur pudeur. Mais il faut faire ça, il le faut, je pense qu'il faut prendre ce risque pour que les choses avancent. Parce que le travail des éboueurs, la condition de vie des éboueurs, c'est une condition de vie qui est banale presque dans le monde pauvre des pays en voie de développement. Alors il fallait vraiment prendre ce risque d'atteinte à la pudeur et d'atteinte à la sécurité dans le cas de Shahad. Alors voilà, c'est l'empereur qui sera nu dans 2 mois. Which brings me to my second question. In this case, the translator had the advantage of the author being present, guiding her all over and on. But not in the case of translators who are not so privileged. How are they going to make up their minds what to leave out, what to include? I don't think that they will have a moment of reflection about it. I think that if Fawzia Asad wasn't here, I translate this as it is.
après, donc j'allais bien sûr subir les conséquences. Mais elle m'a protégée aussi. Très bien. Alors, juste une dernière question, monsieur. Oui, merci. Ma question est très simple. Cela n'a rien à voir avec l'élévation d'esprit dans le haute sphère du firmament de Tirana ou le retour vers le temps des pharaons. Moi, sur une note beaucoup moins poétique, alors, je voudrais vous poser à l'une et à l'autre, si Monsieur le Président le permet, la question suivante. Est-ce qu'on peut faire abstraction des structures syntaxiques et lexicales dans la traduction vers l'albanais et vers l'arabe? Je pose cette question avec la présence de M. Israël, qui est très théorique du sens, et comme vous savez, M. Nayenjin était là aussi, qui est à un point de vue que je crois beaucoup plus nuancé, avec ses travaux sur le japonais. Alors, là, nous avons le plaisir d'avoir la présence de deux oratrices qui ont une combinaison autre que le français et l'anglais, qui pourrait avoir un point de vue peut-être moins eurocentrique. Alors, que pensez-vous de ma question? Est-ce que c'est le sens qui importe le tout, ou il y a quand même un certain nombre d'éléments lexicaux et syntaxiques dont il faut tenir compte? Merci. Merci. En fait, moi je pense que de toute façon c'est le sens qui importe avec tous ensemble. Si les structures syntaxiques ou lexicales sont utilisées en fonction du sens, syntaxique pas tellement je pense, compte tenu de l'albanais par exemple, qui est une langue de la famille indo-européenne, avec des structures assez proches des langues latines, mais lexical peut-être plus, puisque dans le lexique, s'il y a de l'utilisation des mots qui sont à des fins très précises utilisés par l'auteur pour construire le sens du tout, on en prend quand, par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de mots très, très fondamental pour la notion même qui est désigne, et que finalement, dans toutes les traductions de la langue albanaise vers des langues étrangères, on a gardé exactement ce mot albanais, qui est typiquement du lexique albanais, la bessa, pour désigner la parole donnée, pas dans n'importe quelle situation, pas dans n'importe quel contexte, mais dans un contexte très traditionnel albanais, avec son volet historique, folklorique, mythique, si vous voulez. Et là, on est dans le lexique, donc on l'a quand même conservé, mais toujours en fonction du sens. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que je partage aussi l'avis de ma collègue, parce que pour moi, la théorie du sens, elle a donné vraiment l'outil, elle a donné c'est la voie avec eux qu'on doit suivre pour pouvoir rendre une traduction fidèle, une traduction qui transmet non seulement le sens, mais aussi le sens indissocié de la forme, qui recrée l'effet sur le lecteur. Donc là, d'abord, si je regarde la structure, et bien sûr, ça peut me dire quelque chose, mais il faut le voir aussi dans le contexte voulu, dans le sens ponctuel ou dans le sens global du texte pour pouvoir le rendre. Bien, écoutez, nous en